Bon, alors, on, on va donc reprendre le cours. On avait donc étudié un système d'ordre 1. C'était la chute libre d'une bille dans un fluide visqueux. On avait vu que l'évolution de la vitesse en fonction du temps était une exponentielle, croissante ou décroissante, en fonction des conditions initiales et de la valeur de la vitesse limite. Et on avait vu que ça, c'était parce que la vitesse vérifiait une équation différentielle linéaire d'ordre 1. C'est pour ça qu'on appelait ça un système d'ordre 1. On va voter. Donc rappelez-vous, c'est toujours avec turning la ttpol.eu et l'id de la session, c'est toujours section petit e. Voilà. Et on va commencer par voter sur le quiz ici, là, 15.1.9. Donc je vous laisse le temps de voter. On suppose qu'on a cette équation différentielle d'ordre 1. On va choisir quelle est la bonne réponse. Ok, je vais arrêter le vote ici. Donc vous êtes une trentaine à avoir répondu. Et vous me répondez à 44% la bonne réponse, qui est effectivement la réponse que la solution est une exponentielle qui converge vers 0. Donc je vous rappelle ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est quelque chose d'assez important. C'est que si le signe devant les termes en x point et en x sont les mêmes, donc ici il y a un signe plus parce que c'est plus 1, et là taux il est positif, donc c'est positif aussi. Donc j'ai deux signes positifs ici. Je sais, indépendamment de ce qui est à droite, je m'en fous de ce qui est à droite, indépendamment de ce qui est à droite, je sais que la solution de cette équation différentielle, c'est quelque chose qui va converger vers une valeur finie. Et cette valeur finie, elle est reliée à quoi? Eh bien, elle est reliée au second membre, parce qu'elle est reliée en fait à la solution particulière. Et la solution particulière de cette équation différentielle, c'est le second membre que multiplie taux. Voilà. Donc, je sais déjà que la solution, elle va être bornée, elle va converger. Et ensuite, savoir qu'elle converge vers 0, c'est simplement parce que le second membre est égal à 0, donc l'équation différentielle est homogène. La solution particulière est nulle. Donc, je vais avoir une solution qui va effectivement converger vers 0. Et si cette fois, on mettait taux négatif, eh bien, la bonne solution, ce serait cette fois que la solution est une exponentielle divergente, parce que au lieu d'avoir exponentielle, enfin, j'ai toujours exponentielle moins t sur taux, mais avec un taux négatif, quand t tend vers l'infini, ça tendrait vers l'infini. Si taux est négatif, l'exponentielle moins t sur taux va tendre vers plus l'infini si t tend vers plus l'infini. Donc là, ce serait, pour le quiz 15 indices, ce serait la solution 1 qui marcherait cette fois. D'accord? Et voilà, donc si les signes sont opposés, pour répondre à Francisca, la solution diverge, c'est toujours le cas. Et ça, c'est vraiment le premier réflexe que vous devez avoir quand vous arrivez à une équation différentielle, qu'elle soit d'ordre 1 ou d'ordre 2, ce sera la même règle pour les équations d'ordre 2, sauf qu'au lieu d'avoir deux coefficients, vous en aurez éventuellement trois, le terme en x point point, celui en x point et celui en x. Si c'est que les mêmes signes, ça converge. S'il y a des signes différents, aïe, 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 ça va commencer à diverger. D'accord. Donc si dans votre problème physique, vous savez déjà que la solution ne doit pas diverger, eh bien, vous devez savoir que vous allez trouver le même signe, plus, plus ou moins, moins. Quand vous avez moins, moins, globalement, vous multipliez par moins 1, vous pouvez vous ramener à plus, plus. D'accord. Donc là, c'était le cas avec la vitesse. Voilà. On savait que la vitesse, elle allait atteindre une vitesse limite parce que le frottement finit par augmenter. OK. Quiz 1.11.
Allez, je vais arrêter le vote. Allez, vous êtes 40 à avoir répondu. Et là, vous me répondez à 54% la réponse 1. Donc ça, c'est une solution de l'équation différentielle. Ah ouais. Bon, j'essaye. Si je fais x point, ça me fait quoi? Ça me fait moins x0 sur taux fois exponentielle moins t sur taux. Si je fais donc x point plus x sur taux, ça va me faire 0. Hein? X point, ça donne ça. X sur taux, c'est x0 exponentielle moins t sur taux, moins et plus, ça va faire effectivement 0. Mais là, c'est égal à 0, c'est pas égal à grand A. Grand A, j'ai dit ici, il était non nul. Donc ça veut donc dire que cette solution, ou cette équation, cette fonction, n'est pas solution de cette équation différentielle. C'est solution de quoi? De la forme homogène de cette équation différentielle, mais ce n'est pas solution de cette équation différentielle qui a un second membre. Hein, donc la bonne réponse, là, attention, ne vous faites pas avoir, c'est que c'est faux. Hein, vous n'êtes que 28% à avoir répondu ça, et 18% à avoir répondu que ça dépendait de la valeur de x0, pas du tout. Quel que soit x0, ça vaut 0. Donc cette fonction-là est solution de l'équation différentielle homogène quand a vaut 0. Mais quand il y a un second membre qui est non nul, ça ne marche plus. Il faut rajouter une constante, la solution particulière. D'accord? Donc attention à ne pas vous faire avoir sur ce genre de questions. Alors, donc ce système qu'on vient de voir, dont une des grandeurs physiques, ici c'est la vitesse, était soumis à une équation différentielle d'ordre 1, c'est en fait quelque chose qui est assez général, qui peut se retrouver dans tout un tas de problèmes et de phénomènes qui vont être traités donc, du coup, par le même modèle mathématique, c'est-à-dire une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Et de façon générale, à chaque fois que vous allez avoir un système qui est tel que le taux de variation d'une grandeur est proportionnel à cette grandeur, ou bien cette grandeur plus une constante, vous allez obtenir une équation différentielle d'ordre 1 pour cette grandeur. Ici, dans notre cas, qu'est-ce que c'était? C'était le taux de variation de la vitesse, dv sur dt. Il était proportionnel à la vitesse, parce qu'il était proportionnel à la force de frottement, qui elle-même était proportionnelle à la vitesse. Donc, dans notre cas considéré, on était bien dans la situation où le taux de variation, c'est quoi le taux de variation? C'est la dérivée temporelle. Le taux de variation de la vitesse était proportionnel à la vitesse, plus une constante, c'était affine. Ce n'était pas vraiment proportionnel, c'était proportionnel à alpha v plus une constante, qui dépendait de petit g. Et c'est pour ça qu'on avait une équation différentielle d'ordre 1. Donc physiquement, à chaque fois qu'une grandeur est telle que son taux de variation est proportionnel à elle-même, à cette grandeur même, alors si vous modélisez ça mathématiquement, vous allez tomber sur une équation différentielle linéaire d'ordre 1, dont la solution, ce sera les solutions avec les exponentielles, moins t sur taux ou plus t sur taux. Exemple, si je vous dis, vous avez de l'argent sur votre compte en banque, et qu'on vous prélève sur ce compte chaque année une somme d'argent fixe. Bon, question, est-ce que votre somme d'argent va décroître exponentiellement ou linéairement avec le temps? Alors, on va le faire ensemble, là. C'est très simple. Là, vous enlevez une quantité d'argent qui est constante chaque année. Donc ici, le dA sur dt, il est égal à une constante. Votre perte d'argent chaque année, c'est même une constante négative. Je vais l'appeler alpha. Donc ici, A de t, c'est A0 moins alpha t. Donc là, ça décroît linéairement. Votre quantité d'argent, elle décroît linéairement avec le temps. Votre somme d'argent. Ok, c'est linéaire. Bon, maintenant, si au lieu de ça, on vous dit, en fait, on ne vous enlève pas une somme d'argent fixe, mais un pourcentage fixe de ce qui vous reste. Tous les ans, je vous enlève 10%. À ce moment-là, c'est complètement différent. On est dans la situation où, cette fois, le dA sur dt, votre taux de perte d'argent, il n'est pas constant, il est proportionnel à ce que vous avez. Alpha fois A. Et ça change tout. Ici, c'était alpha une constante. Je vais mettre un signe moins, parce que c'est une perte. Là, vous avez une équation différentielle qui est d'ordre 1. D'accord? Donc, vous avez dA sur dt plus alpha A. Donc, ce que vous cherchez, c'est A de t, c'est votre somme d'argent, est égal à 0. Ça, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc, ici, vous savez que A de t, ce sera votre somme d'argent initiale exponentielle moins alpha t.
Donc, si je trace quelque chose comme ça, vous partez de là et vous avez une décroissance exponentielle. OK? Bon. Donc, exemple du quiz 15-2-3, on ne va pas le faire ensemble, mais vous avez une population de bactéries dans une boîte de pétri, et on dit que toutes les heures, une bactérie donne naissance à une autre bactérie. Et bien là, c'est typiquement le cas où si on veut s'intéresser à comment évolue la population, donc le nombre n de t de bactéries, ça va être une courbe exponentielle. Pourquoi? Parce que le nombre dn de naissance entre t et t plus 1 heure sera proportionnel à n. Parce que à chaque fois que j'ai une bactérie, je fais une naissance. Donc si j'ai une bactérie, une naissance. Si j'ai 12 bactéries, 12 naissances. Donc le nombre de naissances en 1 heure, il est proportionnel à combien j'ai de bactéries. Donc je suis typiquement dans une situation où dn sur dt sera proportionnel à n. Ça veut dire proportionnel. D'accord? Et donc la bonne solution, ça va être ici, proportionnel ici avec même un signe en fait plus, parce que c'est des naissances, c'est plus des pertes comme tout à l'heure. Donc l'exponentielle, elle sera plus décroissante, mais là, elle sera croissante. Donc la bonne solution, c'est je pars d'ici, n0, et je vais avoir quelque chose qui va être croître comme ça là. n de t, ça va être n0 exponentielle alpha t, avec alpha positif cette fois. D'accord? Ça là, c'est la même chose que la courbe du Covid, des gens atteints du Covid. Si vous avez le R0, là, le taux de contamination, le taux de reproduction du virus, si une personne en contamine 3, eh bien, le nombre de personnes contaminées va être proportionnel au nombre de personnes. Et donc, je vais aboutir à une équation différentielle d'ordre 1 pour calculer combien il y a de personnes qui sont atteintes du Covid. J'aurai une équation différentielle d'ordre 1, la solution, c'est une exponentielle. C'est pour ça que vous avez une exponentielle dans le nombre de cas de Covid si on ne fait rien. Si on garde ce R0 supérieur à strict à 1, en fait, on va partir sur une exponentielle ici croissante. R supérieur à 1, c'est comme avoir un alpha positif. D'accord? Donc, vous partez sur une exponentielle croissante. Bon, allez. Exemple de la désintégration radioactive. C'est aussi un exemple particulier d'un système d'ordre 1, c'est-à-dire qui va être soumis à une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc là, la situation, c'est de considérer des atomes qui, si je les laisse... Alors, j'ai des questions. X sur tau, c'est égal à quoi? Donc ça, c'est Adnan qui m'a posé cette question. X sur tau. Ah, c'était une question bien avant ça. Là, je réponds avec un peu de retard à ta question. Hein. X sur tau, là, dans cette question, c'était x0 sur tau exponentielle moins t sur tau. Hein, je pars de là, je pars de x de t égale ça. Je le divise par tau, donc ça fait x0 sur tau exponentielle moins t sur tau. Donc si je fais ça plus ça, ça fait bien 0. Voilà, c'était une question. Et par ailleurs, tau, ça c'est juste vocabulaire, ça s'écrit TAU. Alors, je reviens sur mon histoire de la désintégration radioactive. Donc, on a des atomes qui peuvent se désintégrer. Et on va modéliser cette désintégration, c'est ce qu'on observe dans les lois de la nature, c'est que si j'attends une certaine durée dt, c'est-à-dire je suis entre l'instant t et l'instant t plus dt, entre t et t plus dt. dt, c'est tout petit, d'accord? C'est un infiniment petit. Le nombre d'atomes qui va se désintégrer, ou la probabilité qu'un atome se désintègre, va être proportionnelle à dt. Donc ça, c'est proba de se désintégrer entre t et t plus dt. On va supposer, et vous êtes d'accord avec moi, j'imagine que c'est le modèle mathématique le plus simple, que cette probabilité,
c'est une constante lambda fois la durée dt. Bah, plus la durée est grande, plus ma probabilité est grande que je me désintègre. Et entre les deux, je mets juste une constante pour faire le truc le plus simple. Je ne mets pas une fonction compliquée du temps. Je dis que cette fonction du temps qui devrait être ici, c'est une constante. Donc la probabilité de désintégration est ce qu'on appelle uniforme. Elle est la même quel que soit t, et la probabilité dépend juste de la durée. Bah, plus j'attends longtemps, plus évidemment je vais en désintégrer. Mais sur une unité de temps donnée, c'est toujours la même probabilité, c'est lambda. On appelle ça le taux de désintégration. Donc de là, de ce postulat ici, on voit tout de suite que le nombre d'atomes qui va se désintégrer, c'est le nombre d'atomes qu'il y a, fois la probabilité de se désintégrer pour un atome. Ça va me donner le nombre d'atomes qui se désintègrent, lambda n dt. L'évolution du nombre d'atomes total, dn, ça va être l'opposé du nombre d'atomes qui se désintègrent. Si j'ai 3 atomes qui se désintègrent, j'ai perdu 3 atomes, donc c'est moins 3 le dn. D'accord ? Donc je vais écrire que le dn, ça doit être égal à moins le nombre d'atomes qui se désintègrent sur la durée dt, donc moins lambda n dt. J'arrive à cette équation ici. Si là vous divisez par dt, vous arrivez à une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Équation différentielle linéaire d'ordre 1. Le nombre d'atomes radioactifs qui ne s'est pas encore désintégré, n de t, est donc soumis à une équation différentielle de cette forme-là avec un second membre qui est égal à 0. Ça, on a vu, on sait résoudre. On va déjà introduire un temps caractéristique pour que là, le lambda soit remplacé par 1 sur tau parce que c'est plus joli. Donc on va poser 1 sur tau égale lambda, et je sais que la solution, ce sera n de t égale n0 exponentielle moins t sur tau. Solution des équations différentielles linéaires d'ordre 1 homogène ici. Donc il n'y a pas de constante ici. Pas de solution particulière est nulle. Si je le trace, j'ai donc une solution qui décroît exponentiellement comme ça. OK. Ensuite, cette décroissance, elle va dépendre du taux là. Si taux est grand, je vais décroître plus lentement. On dit que le temps de décroissance est plus grand. Donc si le temps est plus grand, je décroît plus lentement. Si taux est plus petit, taux 1 est plus petit que taux 2, là c'est la courbe rouge, je vais décroître plus vite. Voilà. Rappelez-vous qu'une façon de visualiser graphiquement le temps taux qui intervient dans une exponentielle comme ça, je vous avais dit, vous tracez la tangente à l'origine et vous regardez l'intersection avec l'asymptote. Mais ici, l'asymptote horizontale, vu que je tends vers 0, c'est celle-là. Donc ça, là, c'est taux 1. Et taux 2, je peux le lire en faisant la pente ici, à l'origine sur la courbe bleue, et ici, là, j'ai taux 2. Intersection avec l'asymptote. L'asymptote horizontale. OK. Donc on voit bien effectivement pourquoi est-ce que la courbe bleue doit être comme ça par rapport à la courbe rouge, parce que le temps taux 2 est plus grand que le temps taux 1. OK. Alors, on note quand même que bien que il y ait une décroissance radioactive, donc le nombre d'atomes radioactifs diminue avec le temps, c'est jamais égal à 0. Ça tend vers 0, mais c'est quelque chose qui est asymptotique. Vous vous rappelez, au bout de 5 fois taux, je suis à 99% de mon état de mon état limite. Ça veut dire que, par exemple, au bout de 5 fois taux, 99% de mes atomes se sont désintégrés. Mais il en reste encore 1%. Si j'augmente, je vais de 5 taux à 10 taux, il m'en restera 0,001% peut-être. Mais il m'en restera toujours un peu. D'accord ? On tend vers l'asymptote horizontale sans jamais mathématiquement l'atteindre. Évidemment, physiquement, quand on n'a plus qu'un atome, quand il se désintègre, on passe à 0. On ne peut pas faire 0,3 atomes. D'accord ? Oui, c'est toujours 5 taux, les 99%. Voilà. On avait vu que taux, c'était 63%, etc. 5 taux, c'est toujours 99%. Voilà. OK. On va faire le quiz 15-2-5.
Ok, je vais arrêter le vote ici. Vous êtes une quarantaine à avoir répondu. Et là, je suis plutôt assez fier de vous parce que vous êtes 53% à répondre la réponse 2, qui est effectivement la bonne réponse. D'habitude, on se plante beaucoup sur cette question-là. Donc, si je trace le n de t, je sais que ça va faire quelque chose comme ça. Je pars ici à n0. Et là, ce qu'on dit dans l'énoncé, c'est qu'au bout d'une heure, on a perdu, alors j'aurais peut-être pas dû le faire là. Au bout d'une heure, ça c'est 30% de N0. On se retrouve là au bout d'une heure. Ça c'est une heure. Et on dit, bon, bah, au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures, est-ce que là on va perdre la même quantité que là ou moins? On perd effectivement moins que 30% de N0. Et en fait, on perd quoi? Ça c'est N1. Ici, là, ça, bah, c'est pile 30% de N1. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que le taux de désintégration, c'est toujours le même, lambda. Hein? Le nombre d'atomes qui va se désintégrer dépend de lambda, qui est le même ici, 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 et de la durée. Mais là, c'est toujours une heure que je considère. Donc, sur une période de 1 heure, le nombre d'atomes qui se désintègrent, c'est toujours lambda fois dt fois le nombre que j'avais initialement. Donc, lambda dt, ça va toujours être 30%. Si c'était 30% pour 1 heure au début, avec le même lambda, ce sera encore 30% pour une deuxième heure. Donc, quel que soit l'intervalle de temps de 1 heure que je considère, entre là et là, je vais toujours perdre 30%. 30%, je descends de 30%, je descends de 30% toutes les heures. D'accord? OK. Alors, on définit aussi un temps de demi-vie qui est tel que mon n de t tombe à la moitié du n0. Alors, ce temps de demi-vie, là, si on fait le petit calcul, vous voyez que ce n'est pas exactement 1 sur lambda, ce n'est pas tau. Dommage, on aimerait bien que le temps de demi-vie, ce soit tau, mais à cause de l'exponentielle, on a un log de 2 qui intervient. Voilà. Donc, le temps de demi-vie, c'est tau fois log de 2, ce n'est pas tau. On s'en fiche du log de 2, hein, ça ne change pas grand-chose. Attention, ce temps de demi-vie, c'est un mot qui est un peu mal trouvé, parce qu'on a l'impression qu'au bout de 2 fois ce temps de demi-vie, il n'y a plus rien. Non, pas du tout. Au bout de 2 fois la demi-vie, il me reste combien? Tiens, bah, on va faire ce petit quiz-là. Le quiz 15, 2, 6. Après une durée qui est égale à 2 fois le temps de demi-vie, il me reste combien d'atomes? Allez, j'arrête le vote parce que vous répondez bien à cette question-là. Vous êtes 70% à me donner effectivement la réponse 2, qui est la bonne réponse. Avec un temps de demi-vie, je divise par 2. Je rajoute un temps de demi-vie, je redivise par 2. Comme tout à l'heure ici, j'avais 30% sur la première heure, je rebaisse de 30% sur la deuxième heure, 30% sur la troisième heure, 30% à chaque fois. À chaque heure, je perds 30%. D'accord. Temps de demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle je divise par 2. Voilà. Donc je divise toujours par 2. Une fois par 2, puis encore une fois par 2, ça fait 4 au total. OK. Alors cette loi la particulière, qui est ici, est exploitée pour faire de la datation. Bah, pourquoi? On va expliquer le principe de la datation au carbone 14. Donc vous l'avez peut-être lu, mais c'est important que j'en reparle rapidement. Dans notre organisme, on a du carbone. Évidemment, on est fait de beaucoup de carbone. Il y a plusieurs isotopes du carbone. Un isotope d'un atome, c'est un élément qui a le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Donc vous avez du carbone 14 et du carbone 12. Le carbone normal, on va dire, celui qui n'est pas radioactif et qui représente l'immense majorité du carbone que vous avez dans votre corps, c'est le carbone 12. Mais il existe aussi du carbone 14 qui est radioactif. Une fois que je le crée, il va se désintégrer.
Mais il va se désintégrer au bout d'un temps qui est assez long, hein, plusieurs milliers d'années. Donc une fois que je l'ai créé, si je l'avale, il va aller dans mon corps, il va aller donc dans mes os ou dans mes muscles, il va rester longtemps. Et il est quand même pas, il est pas dangereux hein, pour moi, mais je vais avoir un petit peu de carbone 14. Qu'est-ce qui crée ce carbone 14? Bah, c'est créé dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, par un bombardement de rayonnement cosmique. Donc des neutrons de haute énergie qui viennent taper quoi? Qui viennent taper des pauvres atomes d'azote qui ne sont pas radioactifs. C'est pas parce qu'il y a écrit 14 que c'est radioactif, hein. 14 protons pour un neutron, c'est normal, c'est le neutron stable. D'accord? Donc ce neutron, quand il vient taper, ce neutron, quand il vient taper le grand N, c'est azote, là, pardon. Quand il vient taper l'azote, il vient créer un atome de carbone 14 plus un hydrogène. Cet atome de carbone 14, il va donc se retrouver dans l'atmosphère. Il est créé en permanence. Et donc, on a une création permanente de cet atome de carbone 14 et une disparition du carbone 14 par désintégration radioactive. Donc, en fait, on a un équilibre. On a une quantité de carbone 14 dans l'atmosphère qui est équilibrée entre la production dans la haute atmosphère et la perte par désintégration radioactive. Ça nous fait dans l'atmosphère une concentration qui est la même aujourd'hui qu'il y a 1 milliard d'années, d'atomes de carbone 14. Ces atomes de carbone 14 vont être assimilés par la photosynthèse par les plantes, les arbres. Il y a des animaux qui mangent ces plantes et nous, on mange ces animaux. Donc, on bouffe du carbone 14. Donc, dans notre corps, on a du carbone 14. Il n'est pas créé dans notre corps, il est créé dans la haute atmosphère, mais il se retrouve via la chaîne alimentaire dans notre corps. Donc, on a du carbone 14 dans notre corps, qui est renouvelé en permanence. À chaque fois qu'on mange, on en bouffe un peu. Voilà. Mais dès qu'on meurt, on ne va plus manger, donc on ne va plus absorber du carbone 14, et le carbone 14 étant radioactif, eh bien, la quantité de carbone 14 que j'ai dans mon corps va diminuer avec le temps. Et donc, si je mesure la concentration de carbone 14 que j'ai dans un fossile, un corps qui est mort depuis plusieurs milliers d'années, d'accord, et que je connais le taux caractéristique du carbone 14, donc pour le carbone 14, c'est environ 1,2 10 puissance moins 4 année moins 1, eh bien, je peux remonter à l'âge petit t. Voilà, avec cette formule, vous voyez, vous pouvez l'inverser, vous divisez par C0, vous prenez le log, vous avez que t, c'est l'âge, c'est moins taux log de la concentration divisé par C0, la concentration initiale. La concentration initiale, on la connaît, c'est celle qu'on a dans notre corps quand on est vivant. On peut la mesurer, en fait, c'est 10-12. Voilà. Donc, on la mesure dans un corps qui est mort depuis 10 000 ans, par exemple. On fait le log, on multiplie par taux. Ça, ce sera plus petit que 1, donc le log est négatif, ça va tuer le signe moins. On aura donc un âge positif, comme il faut, et on va pouvoir dater l'objet qu'on a trouvé. Paradoxe d'Achille et de la tortue. Ça, c'est pour le fait qu'on s'approche de 0 sans jamais l'atteindre ou pas? Yanis, précise ta question. Oui. Pour ceux qui connaissent pas ce paradoxe d'Achille et de la tortue, c'est vous avez quelqu'un qui court, donc Achille, enfin la tortue qui part, pardon, qui va tout doucement, et puis Achille qui essaye de rattraper la tortue, et l'idée c'est de se dire, mais donc Achille va beaucoup plus vite que la tortue, donc Achille se rapproche de la tortue, mais dans les raisonnements des Grecs, ils disaient que ce qui est bizarre, c'est que la distance qu'il y a entre Achille et la tortue, je peux toujours la diviser par 2. Elle va être de plus en plus petite. Et donc, il y a à chaque fois, pour parcourir la moitié de la distance qui me reste à parcourir, ça va me prendre un certain temps, parcourir cette distance-là au début qu'il y avait entre les deux. Puis après, quand je serai arrivé à la moitié, j'ai encore un certain temps à parcourir pour faire la moitié, puis la moitié, puis la moitié, puis la moitié. Donc, le temps que va mettre Achille pour attraper la tortue, c'est une somme de durée qui correspond à chaque fois au temps qu'il me faut pour parcourir la moitié de la distance restante. Et donc, on pourrait se dire que le temps, il va être infini que va mettre Achille pour attraper la tortue. Mais en fait, non, parce que, comme vous le savez, si vous faites la somme d'une série, enfin la somme d'une suite, somme des UN, cette somme peut être finie même si vous avez une infinité de termes. La somme des 1 sur n carré, par exemple,
ça vaut pi carré sur 6, c'est fini. Bon, je ne sais pas si vous me suivez dans cet exemple-là, mais c'est juste pour répondre en aparté à Yanis. OK, donc le carbone 14, ça permet de faire de la datation. OK. Alors, d'autres exemples où on a des systèmes d'ordre 1 qui sont empruntés à la physique. Donc, vous allez voir un exemple très important en TD. Vous n'aurez peut-être pas le temps de le traiter, mais je vous engage très fortement à le faire par vous-même si jamais ce n'était pas traité dans votre TD. C'est ce qu'on appelle le modèle de Drude. Et le modèle de Drude, c'est un modèle de conduction de l'électricité dans les métaux. Et ce modèle de Drude a permis à Millikan, en fait, de faire une mesure de la charge de l'électron. Ça a donné un prix Nobel. Hein. Et vous allez voir que l'expérience qui a permis de mesurer la charge de l'électron, c'est une expérience tellement simple que vous allez vous dire, tiens, avec une idée aussi, non pas bête, pas du tout, c'est astucieux, mais aussi simple, on peut avoir un prix Nobel. Oui, vous allez voir que il n'est pas si compliqué que ça de mesurer la charge de l'électron, en tout cas conceptuellement. Voilà. Donc vous allez faire le TD là-dessus, et ça consiste à regarder la chute d'une gouttelette d'huile chargée dans un champ électrique et soumis à une force de frottement. Donc c'est un système d'ordre 1. Avec ça, en mesurant la vitesse limite, on peut mesurer la charge de l'électron. Bon, vous allez voir en TD. Deuxième exemple que je veux vous mentionner, mais parmi d'autres exemples, il y a plein d'exemples, c'est ce qu'on appelle l'effusion. Donc imaginons que vous soyez dans la station spatiale et un trou qui est créé par la collision avec quelque chose. Et on veut savoir au bout de combien de temps est-ce qu'il y aura plus d'air, plus d'atmosphère, enfin plus d'air dans la station. Eh bien, en fait, il se trouve que l'évolution de la pression avec le temps ou du nombre d'atomes d'air dans un objet qui a un trou, bah, ça va décroître aussi de façon exponentielle. La raison, c'est la suivante. On va faire un modèle simple qui va vous paraître peut-être un peu trop naïf, mais en fait, qui est un modèle qui marche plutôt bien. On va supposer que quand vous êtes dans l'espace, vos atomes ne peuvent se déplacer que dans 6 directions. Évidemment, normalement, on peut se déplacer dans toutes les directions. Mais faisons un modèle simple, que les atomes se déplacent soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit devant, soit derrière. 6 directions. Et vous avez un petit trou, voilà, de section S, qui est faite dans la paroi. Vous êtes par exemple dans un avion, il y a un trou. L'air va commencer à sortir, ou vous êtes une station spatiale et il y a un trou, l'air va sortir. Bon, bah, l'air, on va supposer donc du coup qu'elle se déplace que dans 6 directions. Donc là, ce qui va sortir est où? Je vais raisonner entre T, on raisonne entre T et T plus dt. Je veux savoir combien il y a d'atomes qui vont sortir par mon trou de section S. Le raisonnement classique, bon, on ne vous demande pas de savoir le faire en L1, vous allez apprendre à faire ça en L2 et progressivement plus tard quand vous allez faire des bilans en thermo. Il faut compter le nombre d'atomes qui vont sortir. Où sont situés ces atomes? Ils sont situés dans un cylindre ici, de longueur v dt. V, c'est la vitesse à laquelle se déplacent les particules de mon gaz. Voilà. Avec une section S. Donc, combien il y a d'atomes là-dedans? Ben, il y a un nombre d'atomes dn qui vaut le volume du cylindre, c'est-à-dire v dt fois S, ça c'est le volume du cylindre, que multiplie la densité, donc le nombre d'atomes par unité de volume. Ça c'est volume. Et n sur v, c'est densité. Donc, nombre d'atomes par unité de volume qui multiplie le volume, ça me donne le nombre d'atomes qu'il y a dans ce cylindre. Donc, le nombre d'atomes qu'il y a dans ce cylindre, c'est V dt fois S fois n sur V. Ça, c'est le nombre d'atomes qui va sortir. C'est pour ça que j'ai écrit. Alors, combien il y en a qui vont sortir? Parmi tous ceux qui sont là-dedans, il n'y en a qu'un sixième qui va sortir. Parce qu'il y en a un sixième qui va vers le haut, un sixième vers le bas, un sixième vers la gauche, et seulement un sixième vers la droite, et qui prennent la sortie. Seulement un sixième. C'est pour ça que le nombre d'atomes sortants, il y aura un sixième de ce que je viens d'écrire. V, S, N sur V, dt. Et ça, c'est le nombre d'atomes qui sortent. Donc, le nombre d'atomes qui restent à l'intérieur, enfin, la variation du nombre d'atomes à l'intérieur de la capsule, ça va être moins le nombre d'atomes sortants. Le nombre d'atomes sortants, c'est ça.
Et donc, du coup, à la fin, vous vous retrouvez avec une équation différentielle d'ordre 1. Ça veut dire que si vous faites un trou dans la station spatiale, eh bien, le nombre d'atomes va décroître exponentiellement avec le temps. Nombre d'atomes. Et donc, la pression, qui est proportionnelle au nombre d'atomes, va aussi décroître exponentiellement. C'est-à-dire qu'au début, ça va partir très vite. Et après, ça va évoluer de moins en moins vite. Donc, c'est surtout au tout début que la pression va chuter très fortement. D'accord ? Voilà. Et le temps caractéristique, ici, là, bah, c'est l'inverse de Vs sur 6V, donc c'est 6V sur Vs. Voilà. Plus S est grand, plus ce temps est petit, et plus ça va aller vite vers 0. D'accord ? Donc tout ça est logique. Bon, voilà un exemple qu'on appelle l'effusion. Bon, il y a d'autres exemples, je ne vais pas les discuter ici, mais par exemple, ce serait la charge d'un condensateur. Vous allez voir ce que c'est qu'un condensateur un peu plus tard au second semestre. Un condensateur de capacité C. Si j'essaie de voir comment va évoluer ici la charge Q de T qui est portée par une des ce qu'on appelle des armatures d'un condensateur, eh bien, c'est soumis à une équation différentielle d'ordre 1. C'est-à-dire que si vous mettez ici une pile qui a une tension E, eh bien, le condensateur il va se charger et la charge Q de T va évoluer comme ça. Voilà. Q de T en fonction de T. De la même façon, quand vous déchargez ce condensateur, alors on va rajouter une résistance ici. Quand vous déchargez ce condensateur, eh bien, il va aussi se décharger avec une exponentielle, cette fois décroissante. Bon, ça, vous verrez ça en électrocinétique au second semestre. Dernier exemple emprunté à la physique, c'est ce qu'on appelle les pertes thermiques. Donc, les pertes thermiques, c'est comment évolue la température d'un corps quand il est en contact avec un environnement qui est à une autre température que lui. Par exemple, moi, je suis à 37 degrés, mais dans la pièce, il fait peut-être que 20 degrés. D'accord ? Sachant qu'il y a des pertes. Je vais perdre de l'énergie par rayonnement. Et ces pertes, en fait, elles vont être proportionnelles à la différence de température qu'il y a entre le corps en question et l'environnement. Plus cet écart de température est important, plus le taux de variation de la température va être important. Donc vous avez une maison qui est chauffée, qui est à 20 degrés, vous coupez tout le chauffage, et à l'extérieur il fait 0 degré. Bon, bah, la température dans votre maison, s'il fait 0 degré à l'extérieur, elle va chuter moins vite que si à l'extérieur il fait moins 15. D'accord ? Donc le taux à laquelle la température va évoluer est proportionnel à l'écart de température avec l'extérieur. Okay ? Et la constante, ici, on va l'appeler lambda. Ça, c'est un modèle pour expliquer les pertes d'énergie qui s'échangent entre un environnement, enfin un milieu et son environnement. Bon, ça, c'est un modèle de base qui est très souvent utilisé. On ne va pas faire le quiz, mais là, la bonne réponse, c'est effectivement que typiquement, je suis dans la situation où le taux de variation d'une grandeur, ici, la dérivée temporelle de la température, est proportionnelle à la température. Donc, je sais que je vais avoir un système d'ordre 1, donc une exponentielle croissante ou décroissante. Voilà. J'ai une question d'Angelo. Est-ce que ce sont des exemples à savoir refaire? Non, c'est des exemples à savoir comprendre et à commencer à vous ouvrir l'esprit. Tous ces exemples-là sont assez sophistiqués, trop sophistiqués pour vous en L1. L'exemple que vous devez savoir refaire parfaitement, c'est la chute libre dans un milieu visqueux et donc le frottement fluide, qu'il soit horizontal ou vertical. D'accord? C'est typiquement ce genre de situation que vous allez avoir à l'examen terminal. Okay. Mais après, c'est important de ne pas se restreindre à cet exemple-là et de comprendre la puissance des systèmes d'ordre 1. Hein. Il y en a aussi en économie, vous allez avoir des exemples dans le fascicule de TD. Les mécanismes d'offre et de demande, ce sont des mécanismes qui sont soumis à des équations différentielles linéaires d'ordre 1. Un prix va augmenter si l'offre n'est pas égale à la demande. Et ça va augmenter avec une exponentielle. Et ça va atteindre un plateau dès que l'offre sera égale à la demande. Et le prix d'équilibre. On va atteindre un prix d'équilibre. Donc en économie, vous avez aussi ce genre d'équations qui vont intervenir. Donc là, par exemple, dans cet exercice, là, par contre, on va le faire ensemble. On demande de montrer que la solution de cette équation différentielle, à 15.13,
permet de démontrer cette équation ici. Là. Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Hop. À droite. Donc, exo. 15.2. Donc, on a l'équation différentielle dt sur v petit t égale moins lambda t de t moins la température de l'environnement. Voilà. Donc, on part de là. On va essayer de résoudre cette équation différentielle. Premièrement, je vous ai dit, moi, j'aime bien écrire les équations différentielles sous la forme canonique, c'est-à-dire tout ce qui dépend de la fonction que je cherche. Ici, je cherche la fonction grand T, température en fonction du temps. Je mets à gauche. Tout ce qui n'en dépend pas, je mets à droite. Et je mets un coefficient égal à 1 devant la dérivée d'ordre la plus grande. Plus lambda fois grand T de T est égal à lambda fois la température de l'environnement. Ça, c'est une constante. Hein. C'est un second membre constant. Solution générale de cette équation différentielle linéaire d'ordre 1. Alors Manon, je vais te couper le son, sauf si tu voulais parler. Solution. Grand T de T égale une constante, grand K, exponentielle moins lambda T. Ça, c'est la solution homogène. Avec une constante, hein, grand K. Et je n'oublie pas la solution particulière, qui ici, par la méthode de vraisemblance, la solution particulière, j'ai intérêt à tenter une solution qui est constante. Si je prends grand T de T, qui est une constante, ça disparaît parce que c'est une constante. Lambda fois la constante doit être égale à lambda fois la température de l'environnement. J'en déduis que la solution particulière, c'est grand T particulier égale T environnement. Donc plus T environnement. Ça, c'est la solution particulière. Bon, à l'instant t égale à 0, ma température, grand T à l'instant t égale à 0, je vais l'appeler T0. Okay, ça va me permettre de déterminer la constante grand K. Donc, T0 doit être égal à grand K exponentielle de 0 plus la température de l'environnement. Exponentielle de 0, ça fait 1. Ça me dit que grand K, c'est T0 moins la température de l'environnement. J'en déduis donc que ma solution générale T de T, en fonction de la température initiale, c'est T0 moins T environnement qui multiplie exponentielle moins lambda T. Ok, bon, premier résultat que j'ai obtenu en résolvant l'équation différentielle et en exploitant une condition initiale. Attention, le piège dans lequel vous tombez, souvent, je vous le dis, c'est qu'ici, on vous dit la température à l'instant T égale à 0, c'est T0. Et ce que vous me faites, c'est que vous m'écrivez grand K égale T0. C'est faux. Quand on exploite les conditions initiales pour déterminer les constantes, on n'oublie pas la solution particulière. On doit exploiter les conditions initiales sur la solution générale, solution homogène plus solution particulière. Donc si je veux que la température initiale soit égale à T0, il ne faut pas que K soit égal à T0. Il faut que K plus T environnement soit égal à T0 à l'instant initial. D'accord? Donc attention de ne pas oublier la solution particulière quand on exploite les conditions initiales. Bon, une fois que j'ai déterminé ça, là, ce que je vais pouvoir écrire, c'est que pour deux instants T1 et T2, je dois avoir que la température à l'instant T1 doit être égale à T0 moins T environnement fois exponentielle moins lambda T1, et grand T à l'instant T2 doit être égal à T0 moins température dans l'environnement fois exponentielle de moins lambda T2. Bon, je ne connais pas T0 dans mon histoire ici, mais c'est pas grave, je vais pouvoir diviser. Divisons les deux. Si je divise les deux, je vais donc avoir que T de T1, pardon, j'ai fait une bêtise ici, vous auriez dû me corriger, là il y a plus température de l'environnement. Vous me corrigez quand je fais des bêtises. Et donc je peux en déduire que si je passe la température de l'environnement à gauche, et je vais appliquer cette relation-là pour deux instants particuliers T1 et T2. Pour T1, j'ai ça.
pour T2, j'ai ça. Ce qui m'emmerde, ce qui m'embête, c'est que je ne connais pas T0 et il n'apparaît pas dans la formule que je cherche à démontrer. Donc, il faut que je m'en débarrasse. Donc, pour m'en débarrasser, l'idée, c'est de faire la division entre ces deux équations-là, ça sur ça. C'est pour ça que j'ai passé le T environnement de l'autre côté. C'est pour pouvoir me débarrasser du T0. Donc, ça me dit que T de T1, où je vais faire plutôt dans... bon, c'est pas grave. T de T1 moins T environnement sur T de T2 moins T environnement est égal à exponentielle de moins lambda T1 sur exponentielle de moins lambda T2. Mais ça, c'est exponentielle de moins lambda T1 fois exponentielle de lambda T2. Donc ça, c'est exponentielle de lambda fois T2 moins T1. Elle est passée où? Ah, bah, il y en a qui avaient vu, effectivement. Ouais, très bien. Alors, en fait, vous aviez vu, mais en erreur. Super. Donc, je vais prendre le logarithme à gauche et à droite. On en déduit que ln de t de T1 moins T environnement sur T de T2 moins T environnement est égal à lambda facteur de T2 moins T1. Bon, ça, c'est exactement ce qui était demandé. Alors, plus précisément, ici, vous voyez, par rapport à ce qui était demandé là, il y a un signe moins. Moi, je n'ai pas le moins. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mis T de T1 moins T environnement sur T2 moins T environnement, alors que là, c'est T2 moins T environnement sur T1 moins T environnement. Mais ln de A, c'est moins ln de 1 sur A. Donc, mon équation est exactement la même que celle qui est là. D'accord? Application de ça. On suppose qu'on retrouve un cadavre à minuit dans une chambre d'hôtel. D'accord? On prend sa température dès qu'on découvre le cadavre, on voit que c'est 24 degrés. La température de la chambre, c'est 20 degrés. 20 degrés. Et on suppose que la température de la chambre reste toujours constante. Hein. Il y avait, je ne sais pas moi, un radiateur qui fait que ça reste thermostaté à 20 degrés tout le temps. 2 heures plus tard, on reprend sa température, les policiers sont toujours sur place, et ils voient que la température, elle est passée à 21 degrés. À partir de ça, on cherche à savoir quand est-ce qu'est morte la personne. D'accord? Donc on va exploiter les relations qu'on a déterminées ici. Hein. On sait que la température, T, en fonction du temps, c'est T0 moins T de l'environnement que multiplie exponentielle moins lambda T plus la température de l'environnement. On va prendre T0. T égale à 0, c'est minuit. D'accord? Donc T0, c'est le 24 degrés Celsius. Température de l'environnement, température de la pièce, c'est 20 degrés. OK? Donc moi, en fait, je cherche quoi? On cherche quand est-ce qu'il est mort. Donc comment peut se traduire la condition de je suis mort? Est-ce qu'il y en a qui a une idée? Alors, la mort, ce n'est pas quand T0 égale T de l'environnement. La température de la pièce, c'est 20 degrés, et T0, c'est 24. C'est tout. Ils ne peuvent jamais être égales. Voilà. On cherche le temps de la mort. Le temps de la mort, au moment où je meurs, je suis à 37 degrés. Donc, je cherche un temps T, c'est-à-dire tel que ma température, T, je vais l'appeler Tm, temps de la mort. Ça doit être égal à 37 degrés. OK? Exactement. Armand, tu as tout bon. Grand T de T mort doit être égal à 37 degrés. Et là, je vais trouver un Tm. À votre avis, je vais trouver un Tm positif ou négatif? Négatif, voilà. Avant minuit. Il est mort avant minuit. À minuit, il faisait 24 degrés, donc c'est avant minuit qu'il était à 37 degrés. Donc je vais chercher ça.
Donc, je veux simplement écrire que grand T de Tm est égal à 37 degrés et je connais T en fonction du temps. Enfin, je connais T0, je connais T environnement. Donc, si je dis que ça vaut 37 degrés, je pourrais tirer T, mais il y aura lambda dans cette histoire. Je ne connais pas lambda. Donc, il faut que je détermine lambda. OK ? Donc, dans ce problème, il faut comprendre A. Ce qu'on me demande, en fait, c'est de déterminer lambda. Bon. Donc, pour déterminer lambda, eh bien, je vais exploiter la relation qu'on avait démontrée avant, c'est-à-dire celle-ci là. On va exploiter pour trouver lambda. Pourquoi? Parce qu'on a mesuré la température à 2 instants, à minuit et à 2 heures du mat. Donc T1, ça va être minuit, et T2, ça va être 2 heures du mat. Donc on va prendre T1 égale 0, minuit, et T2 égale 2 heures du mat. Donc je sais d'après étoile que ln de T de 0, donc il vaut T0, je vais l'appeler T0 directement, moins la température de l'environnement sur T de T2 moins T de l'environnement doit être égal à lambda que multiplie T2 qui vaut 2 heures. Donc j'en déduis que lambda c'est 1 sur T2 que multiplie ln de T0 moins température de l'environnement sur T2 moins la température de l'environnement, c'est-à-dire 1 sur 2 heures que multiplie ln de 24 moins 24 divisé par 21, ça vaut 21 degrés. 21 divisé par 1. Donc 1 demi de log de 4. Donc en fait, log de 2 en heure moins 1, en unité de heure moins 1. Donc ça fait environ 0,35. Donc lambda égale environ 0,35 heure moins 1. J'ai trouvé le lambda grâce à mes mesures des deux températures du corps à 2 instants. Maintenant que j'ai lambda, je peux donc trouver Tm ici. Donc là, c'est l'équation 2 étoiles. Me dit qu'en fait, T de Tm moins la température de l'environnement divisé par T0 moins T de l'environnement est égal à exponentielle moins lambda Tm. Donc je vais prendre le log de part et d'autre, je vais diviser par lambda, ça me dit que Tm est égal à moins 1 sur lambda log de Tm, donc ça c'est 37 degrés, hein, moins T environnement sur T0 moins T environnement. Maintenant je connais tout, je connais lambda, 0,35 heure moins 1, je connais ça 37, ça c'est 20, ça c'est 24, ça c'est 20 degrés, donc j'en déduis Tm, je fais l'application numérique, et on trouve moins 4,18 heures, c'est-à-dire moins 4 heures et 11 minutes. Ça veut donc dire que la mort a eu lieu à 19h49. 4h11, moins minuit. Ok. Donc voilà un exemple particulier d'exploitation de cette loi-là pour trouver. C'est comme si on avait fait une datation, un peu comme la datation au carbone 14. Sauf que là, on n'a pas exploité une décroissance radioactive, mais une décroissance de la température du corps, parce qu'il est plus chauffé, avec le temps. Ok. Monsieur, Oui. et ça se passe vraiment comme ça? Quand tout est simple, oui.
Mais évidemment, il peut y avoir d'autres sources qui font que le calcul qu'on vient de faire, il ne va pas être exact. Par exemple, si la température dans ta pièce n'est pas constante. Si jamais la température de la pièce elle était à 20 degrés quand la personne est morte et puis que, parce que le chauffage a été coupé, elle passe à 18 degrés, on n'est plus dans la situation simple où le corps perd de la température avec un environnement qui est toujours à la même température. Laissez le calcul, ouais. Bah, vous inquiétez pas, vous retrouvez ces calculs-là en regardant la vidéo plus tard après. Hein. D'accord. Ça pourrait être un exo qui pourrait vous être donné ou demandé en contrôle, avec peut-être des questions intermédiaires pour vous aider, hein, d'accord? Mais c'est typiquement exploiter les exponentielles et les solutions des équations différentielles d'ordre 1. C'est bien 2n le T2. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 heures. 2 heures, oui. C'est pas 2 puissance n, c'est 2 heures, oui, là. Ok. Allez. Normalement, vous le voyez encore un petit peu là, sûrement. Autre exemple, je passe un petit peu rapidement parce que j'ai envie d'attaquer les systèmes d'ordre 2, c'est les modèles de croissance. Hein, donc la croissance de quelqu'un qui mange et qui avale donc de la masse et qui atteint une certaine valeur maximale. Un modèle classique, c'est de dire que la taille d'un individu va être soumise à cette équation différentielle linéaire. Donc cette équation différentielle linéaire, c'est dit que la taille va augmenter avec une exponentielle. Donc si on résout cette équation-là, on va tomber sur cette solution-là. Si je la trace, c'est ça. Et en fait, si vous tracez votre taille en fonction du temps, à vous reprenez votre carnet de santé, vous allez voir que ça fait aussi à peu près comme ça. C'est-à-dire que vous grandissez beaucoup quand vous êtes petit, normal, puis après vous grandissez de moins en moins, et puis là vous avez atteint une taille standard où normalement vous ne grandissez plus. Pourquoi vous ne grandissez plus? Parce qu'en fait, physiquement, les processus métaboliques qui sont en œuvre pour vous faire grandir sont soumis à une équation différentielle de ce type-là. Voilà. Avec un second membre qui n'est pas constant et qui va déterminer votre taille stationnaire, votre taille limite maximale. Et si on regarde la masse de l'objet, c'est-à-dire votre masse à vous, bah, ça va être lié à votre volume, c'est-à-dire à grand L, votre taille au cube, parce qu'en gros, votre masse est proportionnelle à une dimension de votre taille au cube. Et donc là, si vous mettez ça au cube, vous pouvez tracer, ça va partir comme ça. Donc votre poids, par contre, lui, il ne va pas monter comme ça, il va monter avec d'abord une pente nulle, et puis après, il va commencer à croître comme ça. OK. Alors, vous verrez d'autres exemples de croissance de population, qu'on appelle les modèles de Malthus, et des modèles plus évolués de croissance de population, c'est-à-dire, par exemple, le nombre d'habitants dans un pays, comment ça évolue avec le temps. Le modèle de Malthus, c'est le modèle le plus simple. Et puis après, vous avez des modèles un peu plus sophistiqués. Vous allez en faire un où on tient compte du fait que les ressources sont finies. Alors, le nombre d'habitants ne peut pas croître exponentiellement. Après, on n'a plus assez de ressources, donc on se fait la guerre, donc on se tue, donc ça finit par atteindre un plateau. Et c'est ce qu'on appelle le modèle de Verhulst, donc vous le verrez en TD. C'est toujours pareil, on joue avec des équations différentielles d'ordre 1, et dans le modèle de Verhulst, on rajoute un terme qui va rendre l'équation différentielle non linéaire, mais avec une astuce, vous allez pouvoir, avec un changement de variable, vous ramener à une équation différentielle d'ordre 1 que vous saurez résoudre. Donc ça, vous le verrez en TD. Bon, il y a également en chimie des équations différentielles qui vont apparaître. Vous ferez ça au second semestre dans une UE de cinétique chimique pour ceux qui font le parcours PC, le parcours physique-chimie. Donc là, vous allez voir qu'il y a certaines réactions chimiques qui vérifient les équations différentielles d'ordre 1. C'est quand la cinétique de réaction est d'ordre 1, mais vous avez aussi des cinétiques de réaction d'ordre 2, 3 ou même d'ordre 1.5, choses comme ça. Il y a une partie également là dans le cours qui est des systèmes non linéaires d'ordre 1. Ce n'est pas exigible. Mais par contre, vu que vous êtes en CIPGE pour la plupart, je vous encourage à aller regarder ce modèle de force de traînée. Là, ce qu'on a traité explicitement tout à l'heure, ou la semaine dernière, c'était le cas d'une force de frottement fluide, c'est-à-dire quand la force de frottement était proportionnelle à la vitesse. On avait vu qu'on arrivait à une équation différentielle d'ordre 1 et linéaire sur la vitesse.
Si maintenant vous prenez la force de traînée, qui est celle qui est valable, par exemple, pour un parachutiste, c'est-à-dire quand la vitesse est grande, on avait vu que ce n'est pas en proportionnel à V, mais à V carré. Le quiz 15 de 8, c'est une énigme dans Layton. 15 de 8. Ouais, ça c'est un grand classique, ça. Bon, j'espère que vous savez répondre facilement à ça. Allez, on fait le quiz 15 de 8. Allez, je vais arrêter le vote. Donc, vous ne vous faites pas trop piéger, mais vous n'êtes que 30 à avoir répondu. Donc à 93%, vous me donnez effectivement la réponse 1 qui est 11 jours. Là, on a typiquement un système qui vérifie une équation différentielle d'ordre 1 avec une exponentielle croissante. On double tous les jours. Donc là, on a un lambda qui est tel que tout à l'heure, on perdait 30% en une heure. Là, on double tous les jours. Donc si on avait recouvert la moitié du lac, en une journée de plus, je double. Donc le double de la moitié, c'est le lac entier. Donc il me faut un jour de plus, simplement, pour remplir l'ensemble du lac. Donc c'est 11 jours qu'il faut pour remplir l'ensemble du lac. Voilà. Si vous posez cette question, d'habitude, les gens vont vous dire soit 19, soit 20. Ils vont vous dire s'il me faut 10 jours pour faire la moitié, il me faut 10 jours pour me faire l'autre moitié. Ça, c'est complètement faux. C'est ne pas avoir compris la croissance exponentielle. Bon, donc j'étais en train de vous dire que pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille d'aller vous gratter un petit peu la tête sur ce problème de la force de frottement qui n'est pas proportionnelle à V, mais proportionnelle à V carré. Vous aboutissez à une équation différentielle qui est non linéaire, qui s'écrit comme ça. Mais vous avez vu en outil maths une façon de résoudre des équations différentielles avec la méthode des variables séparables. Donc, quelque chose que les matheux n'aiment pas trop, mais qu'on fait beaucoup en physique. Le dt, vous le passez à droite, donc vous multipliez par dt à gauche et à droite. Vous intégrez de part et d'autre. Il faut connaître la primitive de 1 sur 1 moins u2. Ben, c'est argument th de u. Donc, argument th, c'est la fonction inverse de tangente hyperbolique. Voilà. Tangente hyperbolique étant sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique. Vous reprenez le tangente hyperbolique, vous voyez que la vitesse v de z, c'est une forme en th. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de différence sur la forme entre une tangente hyperbolique et 1 moins exponentielle moins t sur tau. Ça fait quand même quelque chose comme ça aussi. Voilà. La fonction tangente hyperbolique de x, elle commence linéairement proportionnelle à x, et ensuite elle tend vers une asymptote. Voilà, ça. THX, TH de alpha t. Voilà. Et ça tend vers 1. Le THX tend vers 1 quand x tend vers l'infini. Et on voit qu'on a donc aussi une vitesse limite qui s'écrira cette fois racine de mg sur k2, alors qu'avant c'était mg sur k1. Là c'est juste racine de mg sur k2. D'accord. Dans tous les cas, on sait bien qu'on va avoir une vitesse limite parce que la force de frottement, elle augmente avec la vitesse. Donc à un moment, cette force de frottement va compenser le poids. Donc somme des forces égale à 0. Première loi de Newton, je dois avoir une vitesse constante. Ok, pour ce chapitre sur les systèmes d'ordre 1, j'en ai fini. On va passer à l'évolution des systèmes d'ordre 2 sans frottement. Donc, en fait, c'est s'intéresser aux systèmes dits oscillants ou aux systèmes qui sont dits harmoniques. Harmonique, c'est un mot un peu compliqué pour dire que j'oscille sous la forme d'une sinusoïde avec une seule et même fréquence. Donc, à chaque fois qu'on a un système harmonique ou un oscillateur harmonique, on a une grandeur, ça peut être la position, la vitesse, l'accélération, peu importe, qui va se comporter sous cette forme-là. Donc, il va prendre une forme mathématique de la forme f de t égale une amplitude, grand A cosinus oméga 0t plus phi. Grand A, c'est l'amplitude. Oméga 0, ce qu'on appelle la pulsation, ou pulsation propre. Phi, c'est ce qu'on appelle le déphasage à l'origine ou la phase à l'origine.
Donc, si je trace la fonction, A cosinus oméga 0t plus phi, je vois que c'est cette forme-là. Donc, je vais osciller entre plus grand A et moins grand A. Ici, il y a moins grand A. La valeur de la fonction f de t à l'origine, quand t vaut 0, est reliée à phi. C'est pour ça que phi, on appelle le déphasage à l'origine. Si phi vaut 0, eh bien, je suis maximum au niveau de t égale à 0. Voilà. Et si phi n'est pas égal à 0, bah, j'ai un déphasage non nul au niveau de l'origine. La période, donc c'est le temps au bout duquel le signal se répète égal à lui-même, est relié à oméga 0 par t égale 2pi sur oméga 0. Évidemment, ça vous le connaissez déjà, mais c'est à se rappeler et à connaître par cœur. Application de base, là, trouvez-moi la période de la fonction sinus 3t. J'arrête le vote. Bon, heureusement, vous êtes 77% à me donner la bonne réponse, qui est la réponse 3, 2pi sur 3. J'applique cette formule tout simplement, t égale 2pi sur oméga 0. D'accord? Oméga 0, c'est ce qui est devant le t, oméga 0t. Là, j'ai 3 fois t. Donc 3, c'est l'équivalent du oméga 0, c'est la pulsation. Donc la période, c'est 2pi sur ça. Comment sinon retrouver ça? Bah, je vais écrire que le sinus 3t, il est égal à lui-même quand 3t a parcouru 2pi. Quand 3t vaut 2pi, t vaut 2pi sur 3. Voilà. On peut retrouver comme ça. Mais sinon, le plus simple, c'est d'apprendre par cœur cette formule, grand t égale 2pi sur oméga 0. Et pour le quiz, celui-là, le quiz 0.2, la fonction exponentielle de k fois t. J'arrête le vote, mais vous êtes 27% à me répondre ça. Ce qui n'est pas du tout la bonne réponse. Pourquoi? Tout simplement parce que exponentielle de k fois t, ce n'est pas une fonction qui est périodique, ça, c'est une fonction qui fait ça. C'est pas du tout périodique, d'accord? Donc la bonne réponse là, c'est que ce n'était pas une fonction périodique. Par contre, exponentielle de IKT, ça c'est une fonction périodique, parce que là il y a le nombre complexe i. Exponentielle de IKT, par définition, c'est cosinus kt plus i sinus kt. C'est un nombre complexe, mais qui est une fonction périodique. Pourquoi? Parce que sa partie réelle, c'est cosinus kt, c'est périodique. Sa partie imaginaire, c'est sinus kt, c'est aussi périodique. Donc cette fonction-là, exponentielle ikt, est périodique. Période t égale 2pi sur k. D'accord? Donc exponentielle ikt plus 2pi sur k, en fait, ça fait exponentielle ikt fois exponentielle ik fois 2pi sur k. Les k se simplifient. Il me reste ici exponentielle ikt, exponentielle 2pi, qui vaut 1. Donc ça, c'est bien exponentielle ikt. Donc je trouve effectivement que ma fonction elle est périodique. Hein. Si à t, je rajoute 2pi sur k, bah, je reviens sur ma fonction initiale. Donc f de t plus 2pi sur k est égal à f de t. C'est bien 2pi sur k périodique. Ok. Bon. Vous regarderez ça, il faut savoir passer facilement
d'un sinus à un cosinus. Allez, on a peut-être le temps de le faire et après je vous laisse. Hein, ce quiz-là, ça va être important de savoir passer d'un cosinus à un sinus. Donc, est-ce que c'est 1, 2, 3 ou 4? La bonne réponse pour passer du cos au sin. Ok, j'arrête ici. Donc là, vous êtes, c'est du 50-50. Hein. Vous êtes 49% là et 51% ici. Ah, et pourtant, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc, moi, quand j'ai ces choses-là, bon, je le connais par cœur, mais sinon, on se ramène toujours au cercle trigonométrique pour vous mettez un petit x ici. Si vous faites sinus de pi sur 2 plus x, donc pi sur 2 plus x, c'est ici. Ça, c'est pi sur 2 plus x. Donc, le sinus de pi sur 2 plus x, il est là. Il vaut bien le cosinus x. Ok, oui. Maintenant, le sinus de x moins pi sur 2. Si je fais x moins pi sur 2, ça m'amène là. Ça, c'est x moins pi sur 2. Donc, le sinus de x moins pi sur 2, il est négatif. Alors que le cosinus x est positif. Donc, ça n'allait pas. Ce qui va bien, c'est que cosinus x, c'est sinus de pi sur 2 moins x. Mais ce n'est pas la même chose que sinus de x moins pi sur 2. Donc ça, c'est pas bon à cause du signe. D'accord? Par contre, ça, c'était bon. Et le pi sur 4, ça ne va pas du tout. Okay. Le déphasage qu'il y a entre un sinus et un cosinus, c'est pi sur 2, c'est ce qu'on appelle une quadrature de phase. Quadrature, parce que pi sur 2, c'est un quart de 2pi, un tour entier, donc quadrature. Ok, on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. On se voit donc la semaine prochaine pour le dernier cours. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.